Bonjour à tous et à toutes. Je suis très heureux de participer à cette nouvelle édition d'un panel qui est animé par l'Observatoire de la retraite. J'en profite pour peut-être rappeler à ceux et celles qui ne connaissaient pas l'existence de cet organisme de recherche et d'intervention dans les débats publics sur la retraite. Nous, on existe déjà depuis 8 ans cette année. Essentiellement, notre mission est double, produire des connaissances, des recherches sur la retraite, comprise comme un enjeu d'intérêt général. On se distingue évidemment là, des recherches plus conventionnelles que les boîtes d'actuaires ou comptables peuvent produire sur la recherche. Et on fait aussi de l'intervention dans les débats publics en organisant des forums, des activités d'échange, des conférences et éventuellement un sommet sur la retraite qui va avoir lieu à l'automne, de telle manière qu'on puisse, au Québec, avoir un débat sur la retraite, des débats sur la retraite qui sont plus élevés, où le niveau sort un peu des ornières démagogiques qu'on a déjà pu constater au courant des dernières années. Alors, parmi nos membres, parce qu'on a quand même plus d'une dizaine de membres à l'Observatoire de la retraite, il y a évidemment la Fédération des travailleurs et des travailleurs du Québec. Il y a des préoccupations qui sont partagées, qui sont discutées autour de la table, et il y en a une qui est très importante, qui est celle du dialogue social. Alors, qu'est-ce qu'on entend par dialogue social? En fait, je vous apprendrai pas grand-chose sur l'histoire qu'il y a au Québec autour du dialogue social. C'est en fait le processus, les lieux par lesquels la concertation autour des politiques publiques, autour du cadre institutionnel qui concerne un domaine de la vie économique peut être réalisé. Et ce qu'on constate à l'Observatoire, c'est que sur la question de la retraite, il n'y a pas beaucoup de dialogue social. Il n'y a pas beaucoup de lieux, de forums, d'instances qui permettent de concerter les parties prenantes autour de la retraite, de telle manière que les points de vue, les intérêts des différentes composantes de la société québécoise puissent contribuer à définir la retraite d'aujourd'hui puis celle de demain. Et évidemment, l'impact négatif qui est lié à l'absence de ces instances de dialogue social-là, c'est évidemment, on l'a constaté dans les dernières décennies, c'est des mesures coup de poing sur les régimes de retraite. Ce sont des restructurations qui sont menées de façon souvent unilatérale. C'est aussi une certaine improvisation dans la définition des projets de loi qui concernent la retraite. Et plus largement, c'est le fait que la société québécoise est tenue un peu à l'écart de son appropriation sociale de la retraite. On confie de façon, j'ai envie de dire, normale, régulière, la retraite à des experts, à une communauté d'experts qui, au fond, conseillent le régulateur, conseillent les législateurs sur des régimes de retraite. Mais l'appropriation culturelle, l'appropriation sociale de cet enjeu-là en pâtit. Et même là où, comme par exemple à la Fédération, à travers notamment le séminaire, on discute assez largement de la retraite, on constate quand même qu'il y a des segments de la population ou des membres qui sont plus préoccupés ou qui s'attachent davantage à la retraite. Et on a voulu justement, pour mettre la table à la discussion d'aujourd'hui, faire un petit sondage pour savoir qui faisait partie, qui était inscrit au séminaire sur la retraite cette année. On retournera pas dans les années précédentes, mais cette année, c'est un sondage très simple. Là, c'est pas sur qu'est-ce que Shiba Inu ou Plastron. C'est plutôt, en fait, quel âge, à quel groupe d'âge appartenez-vous à la maison, ceux qui participent à la retraite, ceux qui sont là. On veut savoir un peu la pyramide démographique des participants. Donc, je vois qu'il y a déjà des résultats qui entrent. Vous savez déjà comment fonctionne la machine. Donc, jusqu'à présent, on voit que les gens de 46 à 60 ans composent le gros des participants. C'est une tendance qui se maintient. Pas beaucoup de moins de 30 ans. Est-ce qu'on peut s'en surprendre? Ça, je laisserai peut-être ça à la discussion. Et 61 ans et plus. Donc, il y a des travailleurs expérimentés, peut-être même retraités ou futurs retraités, ou personnes en phasing out qui sont pas avec nous, tout simplement. OK, donc on a quand même un noyau dur de participants entre 46 et 60 ans. Donc, on a quand même des gens d'un certain âge qui sont là. Moi, j'ai 46. Là, quand je dis certain âge, je le dis en tout respect.
L'autre question qu'on veut vous poser, c'est à quel genre vous identifiez-vous? Donc, est-ce que vous vous identifiez comme une femme, comme un homme ou non-binaire? Donc, on va recourir à une classification très conventionnelle maintenant. Alors, on voit que assez largement, parmi les participants, en fait, on devrait dire les participants essentiellement, ce sont des hommes de 46 à 60 ans. OK. Donc, bon, je pense qu'il n'y a pas là grande surprise. C'est une tendance qu'on a constatée dans les derniers séminaires. Puis je pense que c'est une tendance qu'on pourrait aussi généraliser sur la question de la retraite. La retraite reste assez largement une question, disons, qui est traitée par les hommes, qui attire surtout les hommes et les hommes d'un certain âge. Or, on voulait justement, pour contribuer au développement du dialogue social au Québec, mais aussi au sein de la Fédération, avoir le point de vue de la relève syndicale, des jeunes travailleurs vis-à-vis de la retraite. Comment ils dribblent ce ballon-là dans leurs organisations? Quelle est leur opinion? Quel est leur point de vue sur la retraite comme enjeu, à la fois comme enjeu de société, mais aussi enjeu de négociation collective? Donc, on a réuni un panel de 3 jeunes, disons, on va parler de la relève syndicale. Je ne sais pas s'ils accepteraient le qualificatif de jeune. Je crois qu'aujourd'hui, avec la pyramide des âges, on peut dire qu'on est jeune jusqu'à 50 ans quasiment. Donc, je vous les présente rapidement. Donc, à ma gauche ici, Chanou Desilets. Chanou Desilets qui est détentrice d'un baccalauréat en relations industrielles ainsi d'un bac en droit. Elle est membre du barreau depuis 2015. Chanou œuvre dans le monde syndical depuis plusieurs années. Elle a notamment travaillé au CEPB à titre d'avocate et conseillère syndicale en matière de négociation de conventions collectives, représentation devant les tribunaux administratifs et relations de travail avec les syndicats du privé, du public et du parapublic. Elle a joint les rangs récemment d'Unifor, en fait cette année, je pense que c'est tout récent, où elle est représentante nationale et avocate. Et à ce titre-là, elle est appelée à représenter les membres et les syndicats devant les tribunaux administratifs. Grosse job. Bienvenue à toi, Chanou. Merci, François. Guillaume Croteau-Dupont, donc celui qui est à la gauche de Chanou, travaille actuellement comme col bleu à la Société du Parc Jean-Drapeau, travailleur annuel. Il agit à titre de représentant syndical au SCFP 301 depuis 2017 pour son accréditation dans les dossiers de santé-sécurité, de relations de travail et de sous-traitance. Suite à la négociation d'une convention collective en 2019, il y a eu une piqûre pour la question de la retraite. Il s'agissait d'une négociation où l'on a intégré les employés saisonniers au régime de retraite par financement salarial FTQ. Puis cette piqûre-là a été confirmée par son élection au comité permanent de régime de retraite, assurance et planification financière du SCFP 301 en 2021. Bienvenue, Guillaume. Merci, François. Et le dernier, mais pas le moindre, Alexandre Ricard, qui a déjà, on peut le dire, une bonne histoire d'implication syndicale. Dès les débuts, comme charpentier-menuisier, il s'était présenté avec assiduité, on peut en douter. Il s'est présenté aux assemblées générales dans sa région pour en apprendre davantage sur le rôle de son syndicat. Il s'est impliqué pendant des années au comité jeune de la FTQ pour, en 2010, devenir représentant syndical pour la section locale 9, qui représente les charpentiers-menuisiers et charpentières-menuisières à la FTQ Construction. C'est le désir de faire une différence dans le quotidien de ses membres qui guide ses interventions sur les chantiers. Et maintenant, il est président du local 9 depuis mai 2021. Merci d'être avec nous, Alexandre. Donc, je vais vous poser des questions. Marie-Josée a un peu mis la table en les présentant sommairement. Donc, on va y aller avec 3 rounds de questions. Puis, chacun votre tour, vous pourrez intervenir. Puis, on se laissera aussi l'occasion de revenir sur ce que vous avez dit. Donc, grosse question très générale pour mettre la table. On dit que la retraite, c'est pas l'affaire en ville la plus sexy. Ça n'a pas toujours la cote auprès des jeunes travailleurs. On peut s'imaginer pourquoi. Lorsqu'on assiste à des panels comme ce matin, on se rend compte que la retraite, c'est pas nécessairement ça qui arrive dans le top 3 des préoccupations des jeunes travailleurs. Mais on pourrait se demander de façon très naïve,
Pourquoi est-ce que c'est si important pour vous que les jeunes travailleurs se préoccupent de la retraite? Qu'est-ce qu'on a à gagner, j'ai envie de dire, aussi bien dans les rangs syndicaux que dans la société québécoise à s'y préoccuper? Puis à l'inverse, qu'est-ce qu'on a à perdre de laisser ça à d'autres? Ça serait quoi le danger qui nous menacerait si on décidait de ne plus s'en préoccuper? Donc, je vais te laisser d'abord la parole, Chanel. Merci, François. C'est une excellente question. D'entrée de jeu, je dirais au niveau des jeunes, je pense qu'il y a un intérêt. Pas nécessairement marqué pour les régimes de retraite comme on l'entend proprement dit, mais je dirais un intérêt pour l'épargne. Et ça, évidemment, ça prend plusieurs formes, comme vous le savez. Mais concernant les régimes de retraite, je pense que c'est une question d'appropriation et de connaissance. Donc, parfois, les gens, ils savent qu'ils ont un régime de retraite offert dans leur organisation. Par contre, ils ne connaissent pas les différentes règles et c'est ce qui crée parfois un désintérêt. Mais au-delà d'être un enjeu syndical, je pense que c'est vraiment un enjeu de société. Évidemment, parce qu'une bonne retraite aujourd'hui, pour plus tard, évidemment, ça protège évidemment la question de santé mentale, d'assurer un revenu décent à la retraite. Donc, je pense que ça, je pense qu'il y a un intérêt là-dessus. Puis je pense que ce que moi je dis toujours aux gens, puis je pense que ce qu'on entend, c'est qu'aujourd'hui, les jeunes, on est les retraités de demain. Donc, c'est toute une question par rapport à ça d'implication. Puis au niveau je pense que les jeunes ont tout à gagner à s'impliquer. On l'a vu dans les dernières années. Il y a des régimes de retraite qui ont été malheureusement attaqués par les employeurs dans le cadre de négociations de conventions collectives où les règles ont été changées, ont été modifiées. Et malheureusement, souvent, c'est les jeunes qui ont payé le prix. Puis malheureusement, ils ne le voient pas. Et parce qu'ils n'ont pas été nécessairement impliqués ou parce qu'encore une fois, ils n'étaient pas au courant des différentes règles. Donc, ils s'en rendent compte plus tard. Donc, mais malheureusement, il est trop tard. Donc, inversement, je pense que les jeunes ont tout à perdre en ne s'impliquant pas dans le sujet, malheureusement. Puis, tout réside dans la question de la liberté de choix à la retraite ou tout simplement quand on va pouvoir arrêter de travailler. Donc, je pense que c'est vraiment un enjeu qui est pour faire une résonance dans la société où on peut combiner liberté individuelle et liberté collective de vraiment s'approprier puis de mettre ça ensemble, finalement. Là. Tout à fait. De ne pas opposer la liberté individuelle puis la liberté collective, que l'une va avec l'autre. Tout à fait, c'est très complémentaire. Guillaume? Effectivement, comme on a vu dans le sondage, les jeunes sont moins présents. Ils sont présents, mais je crois que c'est aussi un sentiment d'urgence qui est moins présent pour les nouvelles générations. La retraite, ça semble loin, ça semble dans 20 ans, dans 30 ans. Mais la retraite arrive vite et surtout, c'est nos choix d'aujourd'hui qui vont avoir un impact sur la retraite de demain. On va tous être un jour retraités et on va avoir besoin des nouvelles générations parce qu'après nous, il va y avoir d'autres générations qui vont nous suivre. Si on ne s'investit pas dans les milieux de retraite, des régimes de retraite, même dans la sphère publique, dans les régimes publics, ça peut être l'âge de retraite qui peut être repoussé. Il faut qu'on se mobilise. On doit aussi aller voir la société civile pour s'assurer que oui, les régimes complémentaires de retraite, il faut les défendre. Mais si, à notre mouvement, on additionne la société civile, lorsque le gouvernement va venir attaquer les régimes complémentaires ou les régimes publics, on va être une plus grande masse critique pour se mobiliser, pour pouvoir défendre les régimes de retraite, puisque c'est un droit, c'est le nom similaire, une retraite décente, que c'est un investissement, c'est des concessions aujourd'hui pour avoir un confort à notre retraite pour protéger notre pouvoir d'achat. C'est critique de s'investir, mais oui, en effet, le sentiment d'urgence semble moins présent puisqu'on veut avoir une maison, on veut élever nos enfants, on veut vivre maintenant. Mais demain, c'est le moment où on va devoir agir. On va avoir besoin d'épauler également les retraités du passé. L'indexation a été enlevée avec la loi 15 dans les régimes municipaux. C'est globalement qu'on doit soutenir autant les mouvements syndicaux que la société civile, que les retraités pour s'assurer que tout le monde on peut bénéficier d'une retraite décente, puisque si notre voisin souffre, nous aussi, on va en souffrir. OK. Merci beaucoup pour le premier tour de parole. Alexandre? Ouais, mais en fait, l'enjeu pour moi de la retraite, oui, je pense que c'est un constat. D'intéresser nos jeunes travailleurs à la retraite, c'est difficile. On en a parlé, c'est loin. Malheureusement, une retraite, ça se prépare pas 5-6 ans avant de tomber à la retraite. Donc, c'est important d'intéresser nos jeunes. Puis
Puis en fait, c'est du salaire reporté. Donc, tu sais, on a une capacité à mobiliser sur le salaire, sur les augmentations, parce que c'est aujourd'hui, ça se passe maintenant, mais juste de transformer notre discours puis de leur faire réaliser que c'est juste du salaire reporté, mais c'est une importance capitale. C'est une question de mobilisation aussi, puis c'est une question de dialogue entre les générations. Tu sais, si on veut encourager... la problématique qu'on constate, c'est que les jeunes, peut-être que faut pas que ça devienne un conflit générationnel, justement. Faut qu'on s'intéresse mutuellement entre les jeunes puis les moins jeunes, là, pour avoir un discours. Fait que je pense que, tu sais, c'est un éternel recommencement, en fait, de discuter de la retraite puis d'intéresser les jeunes. Puis il faut faire attention, justement, que le champ d'intérêt soit répondu à chacun. Là. C'est normal, je pense, quand on est rendu plus proche de la retraite ou dépasser la quarantaine, je pense que on commence à avoir un attrait plus vers la retraite, mais ça se peut. On a parlé de crypto-monnaie au dernier panel, je trouve ça fascinant. Je me considère plus jeune avec la crypto-monnaie, mais c'est un enjeu, faut en être conscient, puis faut que le milieu syndical, là, c'est un enjeu de mobilisation, puis de salaire futur, de salaire reporté. Donc c'est vraiment ça l'enjeu principal. Est-ce qu'on pourrait dire, pour faire un peu de pouce sur ce qu'on vient de dire, que, mettons, la retraite, c'est aussi un des enjeux qui cimente le mouvement syndical, qui cimente les collectifs de travail, puis que si, au fond, on laisse tomber cet enjeu-là, qui est quand même important, on parle de quand même plusieurs milliers de dollars pour une personne dans sa vie, que si on laisse tomber ça, on va aussi voir s'égrener. Tu as parlé de mobilisation, tu as parlé d'éducation. Est-ce qu'il n'y a pas ça aussi qui est sous-jacent, que en laissant tomber ça, on perd un peu de corps dans les rangs syndicaux, qu'on laisse un peu l'employeur et des experts venir caler la shot là, en bon français, là? Je sais pas si quelqu'un veut réagir par rapport à ça. Oui, ben j'en ai parlé un peu, tu sais, c'est un enjeu de mobilisation. Donc si on laisse aller, puis syndicalement on vulgarise pas ce discours-là, c'est clair qu'on va perdre la mobilisation. En perdant la mobilisation, on perd notre rapport de force. Donc quand on va négocier, mais si on réussit pas à se faire comprendre de nos jeunes travailleurs, ben c'est sûr qu'il va y avoir un clash. On va peut-être aller chercher un intérêt vers un certain groupe de gens, mais l'important c'est d'aller chercher l'intérêt de l'ensemble de nos membres et non juste un simple créneau. Comme nous disait, c'est l'individu versus la collectivité. On doit s'assurer de répondre aux besoins des deux, puisque la retraite, ça va être aussi un choix personnel de la personne de partir selon son âge, selon sa décision. Il faut s'assurer d'avoir les jeunes présents. Il faut vulgariser, puisque, comme tu disais, François, présentement, c'est beaucoup d'actuels. Le monde de la retraite, c'est beaucoup de spécialistes. C'est des termes qu'il faut expliquer à la personne, il faut vulgariser autant dans les régimes de retraite que dans le monde syndical pour s'assurer que quand quelqu'un vient en assemblée, il comprend ce que l'orateur devant lui dit. Il faut s'assurer que l'ensemble des participants, pas à 100%, le plus possible puissent comprendre l'enjeu actuel et on investit aujourd'hui pour demain. Puis comme l'a mentionné Alexandre, c'est vrai que c'est une condition de travail centrale, mais malheureusement, on ne met pas souvent suffisamment d'accent là-dessus, au même titre que le salaire ou les vacances. Donc, c'est vraiment c'est vrai que c'est peut-être pas très concret présentement pour certains jeunes, mais à long terme, c'est vraiment quelque chose qui a de la valeur. Puis je pense qu'il n'y a pas assez de... Si on mettait beaucoup d'accent sur ça, comment... Dans certains milieux de travail, les gens sont privilégiés d'avoir un régime de retraite. Peut-être qu'ils prendraient conscience qu'il faut se battre, au même titre qu'encore une fois qu'il y a une augmentation de salaire. Donc, je pense que c'est ça que ça prend. Est-ce que tu voulais? Oui, vas-y. Puis, on a parlé aussi de l'intérêt individuel versus le collectif, mais aussi, je ferais le parallèle entre le risque puis la sécurité. Mm-hmm. Plus on se rapproche de la retraite, on désire plus de sécurité. Mm-hmm. C'est pour ça qu'on est plus attiré envers des fonds de pension qui sont plus collectifs. Tandis qu'on est plus jeune, on a une appréhension au risque. Donc, le côté collectif nous intéresse peut-être un peu moins, mais dans notre discours, je pense, syndical, il faut l'adapter pour aller chercher cet intérêt individuel-là, puis faire comprendre à notre membership que c'est pas une dualité, là, les deux sont complémentaires. On va chercher une certaine sécurité avec le collectif, mais rien n'empêche d'aller chercher de l'investissement individuel puis d'éduquer nos membres sur l'importance. C'est comme ça qu'on peut les attirer puis de redonner la cote, en fait, à nos régimes, à nos jeunes travailleurs, là.
OK. Pour les jeunes travailleurs, il y a quand même, on va le dire plus objectivement, il y a quand même plusieurs angles qui pourraient les intéresser à la retraite. On pense au partage de la richesse, au fait d'avoir, on le dit, là, d'avoir un revenu décent à la retraite. On pourrait même un peu élargir ça, puis ça, c'est une réflexion, je pense, qui a été menée il y a longtemps, puis qui est menée encore au sein de la FTQ, du mouvement syndical, de maîtriser l'épargne retraite. Hein? Les régimes de retraite, c'est pas juste au bout du tuyau qu'on en bénéficie comme rentier, mais c'est aussi pendant ce temps-là, quand on dépose, il faut maîtriser l'épargne retraite. Puis on sait qu'aujourd'hui, la question du réchauffement climatique, de la lutte à toute la dégradation de la biosphère, va passer aussi par une maîtrise des investissements plus verts, qui sortent des énergies fossiles. Donc, il y a quand même plusieurs éléments qu'on pourrait qualifier d'un peu progressistes. En fait, pas un peu, qu'on pourrait qualifier de progressistes. Par ailleurs, on sait qu'il y a des vecteurs d'individualisation. On s'intéresse à des réalités comme la crypto-monnaie, mais la preuve reste à faire de voir si c'est quelque chose qui s'ajoute à la défense de l'intérêt général ou c'est quelque chose qui rivalise avec ça j'ai envie de dire, en isolant les personnes de plus en plus du collectif. Comment vous faites dans vos organisations pour composer avec ces deux vecteurs-là? Avec un vecteur plus intérêt général, qui est, on va dire, le fonds de commerce, normalement, du milieu syndical, du mouvement syndical, qui veut défendre la liberté collective pour plus de liberté individuelle. Hein, on n'oppose pas les deux. Puis d'autre part, des vecteurs plus individualisants, où là, on dit, ben là, qu'est-ce que ça me rapporte? Dans vos organisations, moi, j'aimerais ça vous entendre sur comment vous abordez la question de la retraite. Guillaume. On aborde la question de la retraite en passant beaucoup des batailles du passé. On a eu des lois qui ont enlevé l'indexation, des lois qui ont enlevé la contribution de l'employeur, c'est rendu paritaire aujourd'hui. C'est s'inspirer du passé pour aller devant et montrer que c'est collectivement en groupe, que c'est comme un bateau. Si tu es dans ta petite chaloupe individuelle et tu investis toi à la bourse et il y a une grosse vague, ton risque va être beaucoup plus élevé de chavirer que dans un gros bateau. C'est un de la symbolique qu'on donne à certains de nos membres. C'est collectivement, on prend un risque pour s'assurer que tous et chacun, plus tard, on va avoir une retraite. Il y a toujours l'individualiste, il peut faire des placements de son côté, mais c'est un safety net, la retraite, c'est une garantie d'avoir la vie durant un salaire décent pour pouvoir subvenir à ses besoins puis essayer de protéger son pouvoir d'achat. Donc, il y a plusieurs moyens d'épargner pour la retraite. Les régimes de retraite, c'est un moyen collectif, comme la convention collective pour l'ensemble des employés. C'est comme ça qu'on réussit à démontrer la pertinence et continuer à pousser les membres pour se battre pour défendre le régime de retraite. Puis concrètement, dans ton organisation, comment ça se traduit? Est-ce que c'est, par exemple, plus d'éducation auprès des membres? Est-ce que c'est des points statutaires à l'Assemblée générale? Comment ça se concrétise? On essaie d'éduquer les membres le plus que possible. On a des cours, mon syndicat, c'est les employés, lors de leur embauche, qui peuvent suivre une formation qui parle des différents services du syndicat, du régime de retraite. L'importance de faire son rachat de services passés lorsqu'il était auxiliaire, lorsqu'il participait au régime de retraite, puisqu'il y a des critères spécifiques pour pouvoir prendre une pleine retraite sans réduction. On essaie également par le biais on fait partie du Fonds de solidarité, on a des représentants locaux du Fonds de solidarité de faire des tournées et répondre aux questions, vulgariser aux membres leur questionnement face au régime de retraite, face à l'épargne, autant collective par régime de retraite ou privé par les REER. Et je sais que le Fonds de solidarité nous aide beaucoup pour pouvoir aller voir les gens et autant parler des produits du fonds, mais que pouvoir répondre pour notre régime de retraite. Voici, les gens appellent au syndicat, mais lorsqu'ils nous voient dans le milieu de travail, je crois que les milieux syndicaux doivent réinvestir les milieux de travail pour s'assurer d'aller voir les membres et s'assurer de pouvoir répondre à leurs questions au moment qu'ils les ont. Alexandre, comment ça se passe chez vous? Bien, au niveau des choses qu'on fait syndicalement, c'est sûr que si on parle uniquement de la formation, c'est pas mal plus de la formation, tu sais, comme pré-retraite. Là. Donc, on a beaucoup d'accent, on met beaucoup d'accent sur la préparation à la retraite, expliquer dont notre fonds de pension quand on est proche de la retraite. Puis, ben, quand on veut pas l'accueil de nos travailleurs, là, dans l'industrie de la construction,
pour les charpentiers menuisiers, puis d'autres métiers, on a des ouvertures de bassin, puis on a la formation professionnelle. En formation professionnelle, on a un petit peu plus de temps pour les accompagner parce qu'on peut les rencontrer dans les écoles. Les bassins, c'est un petit peu plus difficile. Des fois, c'est un ami d'un ami, puis les relations sont... Mais on développe des genres de programmes d'accueil, en fait, qui expliquent l'ensemble de leurs conditions, là, comme quoi c'est pas tombé du ciel. C'est sûr qu'on met pas uniquement l'accent sur les fonds de pension parce qu'on a tout à expliquer. Là. Ils viennent dans une nouvelle industrie, fait que l'accueil se fait vite. Je dirais que la préparation du panel m'a peut-être allumé certaines lumières que peut-être entre le début et proche de la fin, il y a peut-être un manquement à ce niveau-là. Ça va être à travailler, mais la totalité des représentants à travers les affiliés de la FT de construction, mais sensibilisent à même une campagne d'information. Donc on explique le fonds de pension, mais il n'y a pas de formation à proprement dit là, en cours pour vraiment intéresser notre membership. C'est plus de la sensibilisation puis de la diffusion d'informations. Puis d'où là, ça va peut-être être intéressant de s'arrimer à ce facteur-là, parce que de formation puis de meilleure information. Parce qu'on doit se battre contre une croyance qui est là depuis des années que le fonds de pension, mais ça me donne rien d'investir dans mon fonds de pension, mais ce qui en restera plus à la retraite. Fait que ça, c'est vraiment présent dans notre industrie. Je suis conscient que on n'est pas dans la seule industrie qu'on a ce mythe-là qui est en place, mais c'est beaucoup ce qu'on entend. Puis ça, c'est peu importe la génération, là, que ça soit les jeunes travailleurs, que ça soit mettons dans le milieu puis proche de la retraite, il y a beaucoup de craintes reliées à ça. Fait que c'est sûr que vu peut-être l'industrie dans laquelle on est, l'immobilier est un intérêt quand même un facteur d'intérêt important pour l'investissement individuel dans le secteur. Là, avec les tendances inflationnistes, est-ce que ça va changer l'accessibilité aux propriétés? Est-ce que ça va changer un peu? Un charpentier menuisier qui commence dans l'industrie de la construction doit avoir un certain revenu, puis on travaille un petit peu plus à l'année qu'avant. C'est moins une job saisonnière. Mais les maisons grimpent à un rythme rapide. Donc, est-ce que ça va changer la tendance? Est-ce que je vais entendre plus parler de crypto-monnaie ou quoi que ce soit? Il va falloir que je m'y mette. Acheter ta maison en Bitcoin. Ouais, c'est ça. Tu parlais du mythe assez répandu qu'un jour, les jeunes disent « moi, la retraite, j'en aurai pas » ou « il y aura plus ». En même temps, on peut comprendre que c'est un mythe qui a des fondations assez solides, parce que à voir comment les régimes ont été attaqués, les restructurations unilatérales qui ont eu lieu, puis j'ai envie de dire une démagogie autour aussi des retraites dorées qu'on a mis dans le coin en disant, ben tu sais, il y a eux autres, puis le reste de la société qui travaille dur puis qui n'ont pas de régime, c'est eux autres les vrais. C'est pas, ça sort pas de nulle part, ce mythe-là. Chez nous, tu viens juste d'arriver à Unifor, fait que moi je te demanderai pas un cours 101 sur qu'est-ce que vous faites à Unifor, mais comment tu vois ça, puis avec ce que tu sais des pratiques dans ton milieu, ou à la limite, tu pourrais parler du CEPB aussi, je sais que c'est un peu plus... Le SEPB, simplement précisément. Allons-y. Oui. Mais en fait, au niveau des différents sujets, des différents enjeux, je pense que c'est tous interreliés, mais je pense que dans certains milieux, c'est vraiment ce qui sonne une cloche chez les jeunes, c'est vraiment d'assurer un niveau de vie similaire à ce qu'ils avaient. C'est sûr que peut-être les besoins vont être moindres à l'âge de la retraite, mais je pense que c'est vraiment ça qui interpelle les gens pour s'intéresser. Puis je pense que, comme je disais d'entrée de jeu, c'est encore une fois juste une question de connaissance par rapport au régime de retraite. Puis par rapport à Unifor, j'ai quand même pris le temps là, de m'informer qu'est-ce qu'ils faisaient, parce que c'est, comme vous savez, la retraite, ça m'interpelle, mais ce qui est fait, par exemple, Unifor a un super programme de formation, notamment pour les jeunes en retraite fermée. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont, comme certains endroits, des camps pour les jeunes, mais que dans ce camp-là, il y a des modules pour la retraite. Puis ce qui est particulier, c'est que la formation est donnée par un jeune. Donc, cette personne-là peut amener, selon sa vision, qu'est-ce qui concrètement, elle l'interpelle dans le sujet de la retraite. Donc ça c'est bien. Puis même chose, il y a eu des programmes qui ont été faits en collaboration avec Desjardins pour favoriser justement, conscientiser sur l'épargne personnelle. Donc c'est ce qui est complémentaire. Guillaume, tu parlais justement là, de tout ce qui est fait en collaboration aussi avec le Fonds de solidarité, le réseau ARL. C'est certain que j'ai travaillé dans d'autres organisations où parfois c'était des jeunes qui étaient souvent étudiants, qui étaient
qui étaient à temps partiel dans des organisations. Puis ces gens-là, il n'y avait pas de régime de retraite, mais il y avait la possibilité de cotiser avec le REER du fonds. Puis les gens ils disaient, à quoi ça sert? Je suis aux études. Mais là, on expliquait, mais écoutez, c'est possible de faire un RAP plus tard, si, par exemple, il y a un autre retour aux études ultérieurement. Donc, c'est juste d'amener, encore une fois, c'est juste de l'éducation, mais je pense que les gens sont interpellés là, par ça. Vous devez sentir quand même un certain vent de face. En tout cas, moi, à l'Observatoire, je le vois, je le perçois à travers les interventions des différents partenaires, qu'il y a un gros vent de face. Il y a un mot qu'on utilise quasiment plus aujourd'hui, c'est néolibéralisme. La question du partage de la richesse qui était au cœur de l'élaboration des régimes de retraite des années 70-60 jusqu'à tout récemment, on n'en parle pratiquement plus. On met beaucoup l'accent sur la richesse personnelle, mais tout ce qui est partage de la richesse, partage des gains en productivité dans les régimes, on est d'accord qu'aujourd'hui, on n'est pas dans une époque qui valorise beaucoup ça. On n'est pas dans une époque... Ça, comment vous négociez avec ça dans vos rangs, avec ces vents de face-là? Surtout que la retraite, c'est une question qui est plus technique. Donc, comment on fait pour dribbler ce ballon-là dans le contexte actuel, quand on a 30, 40 ans, puis qu'on veut mailler tout ça ensemble? Là? Comment je mets ce ballon-là au milieu, puis... Ben, c'est un éternel combat. Ma première réponse, c'est un éternel combat. Je pense que c'est pas juste sur le sujet de la retraite, mais vu qu'on en parle, ben c'est peut-être de réussir peut-être à parler puis à expliquer que c'est peut-être la valeur refuge, justement, tu sais, dans toute cette insécurité-là d'individualité, puis c'est correct. Tu sais, ce que je disais en entrée de jeu, tu sais, c'est bien l'individu, mais ça doit pas être en confrontation avec la collectivité. Ça doit être en complémentarité, ça doit se compléter. On peut vouloir se valoriser, améliorer sa situation personnelle sans nécessairement laisser de côté la sécurité collective. T'sais. Fait que c'est tout ce discours-là que tu l'as bien dit. Là, je répéterai pas très mots. Faut faire ce travail-là, puis ça passe par la sensibilisation, des formations, des sessions d'information, des camps fermés. Puis je pense que aussi, il faut pas juste se parler entre initiés. Ouais. On a beaucoup une tendance, mais je pense que c'est l'être humain là, qui est comme ça, entre syndicalistes, on va se parler entre syndicalistes, mais c'est important d'approcher ceux qui ont des tendances non syndicales, qui ont des tendances à avoir le contre-discours. Moi, je me plais bien à aller chercher ces gens-là qui ont un contre-discours au mien, puis d'échanger. C'est pas toujours facile. On en consent, mais c'est important de le faire parce que peut-être qu'on peut aller chercher des points en commun puis travailler sur ces points-là. Je pense que le mouvement syndical, puis par rapport au sujet de la retraite, parce que c'est primordial, mais par rapport à plein d'autres sujets, c'est important d'aller chercher les gens qui font un contre-discours. Sinon, pas par rapport à la retraite, mais on parle beaucoup de radicalisation dans la société qu'on a, mais on radicalise nos idées puis on se conforte dans un certain créneau. C'est important d'ouvrir le discours puis de justement là, que pas tout le monde soit dans des petits coins isolés, mais on essaie de regrouper la collectivité. Je pense que c'est l'essence même du syndicalisme aussi. Là. Fait qu'on respecte nos valeurs profondes en faisant ça. Je crois pas qu'on doit avoir de l'individu en dualité contre le collectif. Il y a moyen de voir les régimes publics, les régimes complémentaires comme la collectivité, et tu peux, si tu le souhaites, bonifier par ton épargne privée retraite. C'est un moyen pour certains régimes de s'auto-indexer. Si ton régime, malheureusement, n'est pas indexé, si tu mets une épargne retraite privée, tu vas pouvoir t'auto-indexer ta vie durant. Alexandre disait, mais nous aussi, on a eu la réflexion, et même beaucoup de nos membres, on donne la formation de prendre en main sa retraite, qui disait, si j'avais su en début de carrière. C'est un cours qu'on reforme actuellement sur Petit Train Voie Loin. C'est un cours pour les nouveaux employés à la Ville de Montréal et au syndicat des Cols Bleus. C'est un cours pour parler des différents produits d'épargne. C'est quoi vulgariser, rendre concret le régime de retraite. C'est pas seulement un X pourcentage qui sort à chaque semaine de ta paie. Il faut vulgariser, il faut former. Et à tous les jours, il faut recommencer à chaque nouvelle vague d'employés. Il y a les jeunes, mais il y a également des nouveaux arrivants. Ils connaissent pas autant le milieu économique du Québec. Il faut les interpeller, il faut aller les chercher. C'est dans les milieux urbains comme le Grand Montréal, il y a beaucoup de nouveaux arrivants. Et autrefois, s'ils ne savaient pas c'est quoi un REER, on doit lui dire que c'est positif. Tu peux, avec ton épargne retraite, t'acheter une maison, tu peux retourner aux études. Et il faut
éduquer, former, aller voir les gens. Et c'est la base syndicaliste, c'est se voir. Heureusement, on est entre nous aujourd'hui. C'est pas derrière un écran qu'on va pouvoir créer des liens. Je partage vos opinions, puis je renchérirais là-dessus. C'est souvent dans les conventions collectives, on le voit qu'il y a des cours à la pré-retraite. Mais pourquoi il n'y a pas des cours quand on arrive dans une organisation? Pourquoi c'est pas négocié ou pourquoi c'est pas fait justement en collaboration avec l'employeur? Je pense que ça peut être un sujet porteur là, quand les relations de travail le permettent, bien entendu. Mais moi, je pense que ça passe par là aussi. Là. Je parlais de vente face tout à l'heure, d'attaque des régimes de retraite. Les 2 dernières décennies n'ont pas été jojo pour les régimes de retraite. Les jeunes travailleurs qui rentrent dans ce cadre-là doivent assez rapidement prendre la maturité, là, prendre du galon en peu de temps. On a restructuré les régimes PD, voire les fermer. On a vu les clauses orphelins. C'est un parcours du combattant pour des jeunes travailleurs, travailleuses. On a vu, lié à ça, une polarisation entre les travailleurs expérimentés et les jeunes travailleurs. À l'Observatoire, on considère que cette polarisation-là, on l'a laissé faire, c'est-à-dire le cadre législatif a permis cette polarisation-là, puis elle existe encore. On le voit là, quand les régimes font faillite, il y a une opposition entre les retraités puis les travailleurs, souvent qui est pas belle à voir. Comment vous, les jeunes travailleurs, vous voyez ça? Quel remède ou quelle réponse la relève syndicale doit avoir face à cette polarisation-là, Alexandre? Bien, où est-ce que je commencerais, même si l'industrie de la construction est du domaine privé, bien, on est quand même privilégié par rapport à nos fonds de pension parce qu'ils sont tous regroupés. Donc, peu importe le nombre d'employeurs qu'on va traverser à travers le temps, ben on a quand même une certaine sécurité. Notre fonds de pension n'est pas adressé. Mettons, je donne un exemple, Sears qui ferme. On a eu une présentation tantôt. Les fonds de pension sont dilapidés, puis les argents. Fait que le bienfait de l'industrie, c'est qu'on est tous regroupés dans un seul fonds, peu importe le nombre d'entreprises qu'on passe. Mais c'est sûr que quand on parle de polarisation, je parlais d'un peu un mythe, mais c'est pas vraiment un mythe parce que dans l'industrie de la construction, en fait, en 2004, de 2004 à 2005, on est passé d'un PD à ce qu'on pourrait appeler un CD. Là, c'est pas dans les règles pures et dures d'un CD. Fait qu'on était grandement touchés. Moi, personnellement, j'ai rentré dans l'industrie de la construction en 2000. Donc, j'ai une partie de mon fonds de pension qui est en PD, puis la majorité de mon fonds de pension qui est dans un autre compte complémentaire, qui est donc d'autres critères. Donc, on a été durement touchés par ça. Ce qui a encouragé, en fait, justement, la polarisation du discours, que comme quoi qu'au bout de la ligne, j'aurai rien parce qu'ils vont changer les critères, il m'en restera plus. Fait qu'il faut quand même rassurer notre membership à ce niveau-là. Quand j'écoutais les panélistes hier, il y a quand même des bonnes nouvelles. Il n'y a pas juste du négatif à l'inflation. Et puis, à tous ces niveaux-là, le côté positif, c'est qu'on a réussi malgré tout, malgré les difficultés qu'on a passées à travers nos régimes de pension, de rembourser nos dettes. Donc, présentement, tout l'argent qui est investi dans nos régimes de pension servent à bonifier, parce que pendant plusieurs années, il y avait une partie de la cotisation qui servait à rembourser la dette. Donc, on est quand même sur la bonne voie. On a passé d'un PD extrêmement sous-financé à un nouveau fonds de pension qui est bien financé. Puis, je suis quand même assez fier là, à ce niveau-là des négociations de 2021 parce qu'on a réussi à ce que je dirais dans mon jargon, à sécuriser nos fonds de pension parce que automatiquement, là, dans le régime, j'expliquerai pas le régime de négociation de convention collective parce qu'il est quand même assez complexe dans l'industrie de la construction, mais on a quand même protégé nos fonds de pension parce qu'ils vont se bonifier en même temps que nos augmentations de salaire. Donc, ce qui était une difficulté avant à cause de la structure de négociation, de réussir à bonifier. Pour donner un exemple, là, je pense que ça faisait au moins 2 négociations qu'on n'avait pas réussi à augmenter de façon considérable là, les cotisations dans notre fonds de pension à cause du jeu de négociation, les lois spéciales, ceux qui connaissent un peu l'industrie de la construction. C'était quand même difficile, là, les relations de travail là, dans les dernières années. Donc, dans votre cas, ça a été de vous asseoir, de regarder la chose froidement, puis de se dire, plutôt que de contribuer à mettre de l'huile sur le feu, trouver une solution qui puisse accommoder tout le monde, puis miser là-dessus dans les négociations, en soudant les rangs, même si dans le passé, il y a pu y avoir des failures où on regarde en avant parce que c'est nous, éventuellement, qui allons avec les travailleurs expérimentés. C'est ça. Exact. Donc, c'est de transcender un peu cette opposition-là, finalement.
Oui, exactement. Puis d'aller de l'avant, puis à un moment donné, quand on arrive à un mur, faut trouver une solution pour passer à côté ou passer au-dessus. Donc, je pense que c'est ça qui a été fait. Oui, ça a pris du temps pour remettre les choses en place puis revenir avec un régime de retraite là, amélioré. Mais on l'a réussi. Ça a pris quelques années, mais on l'a réussi. Donc, c'est un travail colossal à faire qui est accompli, là, à mon sens. Donc, ça va être important, les futures générations, de continuer, exact. Parce que là, on l'a stabilisé. Moi, je considère qu'on l'a stabilisé. Si on veut l'améliorer, on va avoir un travail colossal les prochaines générations si on veut vraiment le bonifier puis l'améliorer la rémunération à la retraite. Là. Chanou, j'aimerais t'entendre là-dessus. Oui, bien, je vais revenir avec mon mot-clé pour ce matin, c'est l'éducation. Et ça part encore de là, de la question de la connaissance pour les jeunes, puis qui se sentent, encore une fois, interpellés par les régimes de retraite et les enjeux qui s'en suivent. Parce que si les régimes de retraite ont été attaqués dans les dernières années, ça va l'être aussi dans les prochaines années aussi. Puis, on l'a, tu sais, dans certains milieux de travail, dans certaines organisations, les régimes de retraite sont sur des clauses orphelins. On le sait, il y en a qui sont sur des... Il y en a, les plus anciens sont à prestation déterminée, d'autres à cotisation déterminée. Donc, on entend souvent que dans les prochaines années, le gouvernement va légiférer pour, justement, empêcher les clauses orphelins. Ça a déjà été fait, mais là, ils vont demander aux organisations d'abolir ça, puis de trouver une façon qu'il y ait une transition pour que tout le monde soit sur le même régime, qui peut être juste d'un certain point de vue, mais ça veut dire qu'il faut que les gens soient au courant des enjeux, parce que sinon... Pour se mobiliser. Exactement. Ça revient encore aux valeurs syndicales, parce que sinon, les jeunes ou les moins jeunes qui vont devenir majoritaires dans l'organisation vont être d'accord, vont appuyer les mesures pour attaquer les régimes de retraite, parce qu'eux autres, ils vont se dire, bien, les vieux, si vous me permettez l'expression, ont permis ça pour nous. Donc, la roue tourne, puis ils vont se dire, bien, c'est de bonne guerre. Mais je pense que si encore une fois, il y a de l'éducation, de la solidarité, ils vont empêcher que ça se passe. Puis ils vont parce que c'est ça demain, mais ça va être quoi le surlendemain? C'est pas les régimes de retraite. Ça va être d'autres choses, ça va être d'autres avantages. Donc, c'est pour ça, je pense qu'il faut avoir une solidarité. Puis oui, il y a eu des situations malheureuses qui se sont produites, mais éviter que ça se reproduise, justement, là. Puis dans le cas des clauses orphelins, il y a une mobilisation importante qui a été faite pour renverser la vapeur puis éviter que dans les milieux de travail, ça continue. Il y a le fond, la FTQ s'est mobilisée avec d'autres pour que cette injustice-là soit... Et ça a passé beaucoup par expliquer c'est quoi une clause orphelin, comment ça va se traduire concrètement plus tard. Peut-être qu'en ce moment, il y a moins de conséquences pour les personnes, mais watch out dans 20-30 ans là, pour ça aussi, ça fait partie de l'éducation. Guillaume? Chanou a dit le bon terme. Demain, il va y avoir d'autres combats. On l'a vu hier dans l'un des panels. Les gens du milieu public ont un régime à prestation déterminée. Privé, non. C'est une dualité, c'est deux solitudes que peut-être malheureusement que les législateurs utilisent pour continuer à donner des coups de hache dans les régimes privés, les régimes complémentaires. Il faut s'assurer d'aller sensibiliser nos membres et la société civile, puisque malheureusement, il va y avoir d'autres combats à venir. Et c'est pas nous et les autres. On est tous ensemble. C'est la retraite de tout le monde qui doit être décente. Il faut s'assurer que les grosses organisations, les centrales syndicales continuent les combats, que nos membres soient informés, puisque demain, ils vont encore essayer de sabrer. L'espérance de vie augmente. Depuis, je pense, 2005, c'est plus de 2 ans qu'on a gagné. Ils vont encore essayer de repousser l'âge de retraite dans le futur. Il faut s'assurer que lorsque ça arrive, on va être collectivement tous ensemble dans la même position, au même endroit, pour pouvoir avancer. Parce que tout le monde mérite une retraite décente, autant nous que nos voisins, autant que la personne d'en face qui a un régime public ou complémentaire. C'est par l'éducation, c'est par... Il faut arrêter de parler entre initiés, il faut aller voir monsieur, madame, tout le monde et l'éduquer sur la réalité des régimes publics, la réalité des régimes complémentaires. Et on regarde la loi 15, ils ont enlevé l'indexation dans les régimes municipaux, à l'exception des conseillers politiques. Ça en dit beaucoup. Municipaux, mais conseillers de l'exécutif. Ça en dit beaucoup que c'est toujours nous contre les autres. Et c'est malheureusement, je crois, une façon de diviser. Autant que c'est entre statut d'employé, autant entre deux régimes différents. Ils nous divisent pour nous affaiblir. Et il faut trouver un moyen d'avoir une solidarité intergénérationnelle. Comme quand la Régie des rentes du Québec a été créée, les personnes qui ont bénéficié ont eu beaucoup plus que les cotisations qu'on investit, puisqu'on doit penser à la collectivité avant tout, à mes yeux.
Puis une solidarité aussi avec d'autres groupes de la société, ce qu'on a pu constater notamment lors de la campagne de bonification du régime de rente publique, le RRQ au Québec. La FTQ faisait partie d'une coalition d'organismes et de centrales syndicales qui visait l'amélioration des régimes publics pour que personne ne soit laissé derrière. Ça, je pense que ça fait aussi partie de l'équation quand on veut faire en sorte que les Québécois, les Québécoises soient dans le coup pour éviter aussi la polarisation. Je pense que c'est... OK, on va passer à la période de questions. Vous avez posé des questions et on va les prendre un après l'autre. Le commentaire de Mme Desilets est extrêmement pertinent. Un accueil court présentant tous les avantages d'être unis et présenter tous les avantages sociaux et les fonds de retraite. Je demande ce genre de rencontre obligatoire à l'embauche depuis près de 5 ans et on me répond que c'est la responsabilité de l'employeur. Je considère que nous devons présenter aussi notre vision et notre travail, car c'est notre syndicat qui se bat pour ses avantages à l'emploi. Être membre d'une organisation syndicale, cela a aussi ses avantages à l'emploi, ne serait-ce que pour la sécurité d'emploi. Qu'est-ce que tu peux répondre à ça? Ce que je comprends, c'est qu'il y a une formation, une rencontre obligatoire à l'embauche pour présenter les avantages des régimes de retraite. Pas juste que ce soit une responsabilité de l'employeur. Je suis d'accord avec la personne qui a écrit ça. Écoutez, c'est sûr, même dans certaines organisations, il y a des rencontres d'accueil où le syndicat, parfois, a 1 heure avec les employés pour expliquer leur rôle au sein de l'organisation, se présenter, et ainsi de suite. Puis, pourquoi faire une partie? Parce que c'est sûr que, bon, on le sait, là, des fois, on ne peut pas compter sur l'employeur, donc on est toujours mieux placé pour le faire. Donc, effectivement, dans une situation, là, c'est certain que dans le meilleur des mondes, il y aura une collaboration. Quand c'est pas possible, mais je pense que le syndicat doit prendre les choses puis être un leader sur le milieu de travail puis effectivement le renseigner parce que les gens, leur régime de retraite, il y en a des gens qui savent l'expliquer puis qui ont les connaissances pour, là. Pouvez-vous rebondir là-dessus? Est-ce que ça vous parle, ça, d'avoir plus de formation qui soit obligatoire? C'est sûr que ça me parle, mais dans l'industrie de la construction, on n'est pas dans le milieu de travail directement, donc il faut les faire venir dans nos bureaux syndicaux. Déjà, ça, c'est un grand défi. Donc, c'est vraiment d'intervenir en dehors des heures de travail là, sur les chantiers, parce que c'est très dur de faire une session d'accueil là, quand on fait une tournée de chantier pour la réalité de nos représentants là, de la FT Construction, c'est un 5 à 10 minutes. On voit nos membres. C'est des milliers de chantiers à travers le Québec. Il y a des membres qu'on voit tout simplement pas là, dans les milieux de travail. Donc, la session d'accueil, je vois une importance capitale à ce niveau-là. Mais c'est sûr que dans le milieu de l'industrie de la construction, ça passe par les convocations, les réunions en dehors des heures de travail, des sessions d'information. Fait qu'on essaie vers le numérique d'informer de plus en plus, de vulgariser, là, j'en parlais tantôt. Là, fait que c'est des pamphlets pour vulgariser. Fait qu'on essaie par différents moyens. Mais c'est sûr que les sessions d'accueil, c'est plus difficile dans l'industrie de la construction versus un syndicat qui est dans un milieu de travail, dans une shop ou dans un bureau où le contexte est quand même différent dans l'industrie de la construction. Mais tu vois la pertinence de la mesure de faire ça. C'est une nécessité. Il faut réussir à mettre des équivalents, je vous dirais, en place d'une session d'accueil. C'est essentiel. C'est le commentaire qu'on a des gens. J'aurais dû le savoir à mon entrée 25 ans avant de partir à la retraite. C'est pas 5 ans avant la retraite que je dois me préparer. Si c'est pas conventionnable, aujourd'hui, on doit pousser pour dans le futur de pouvoir conventionner soit un 30 minutes, 1 heure. Sinon, dans le court terme, former nos représentants syndicaux qui sont présents sur le terrain dans le milieu de travail, s'assurer que ces représentants-là, si le membre l'interpelle, a la réponse ou va pouvoir référer aux bons spécialistes qui vont avoir la réponse. Mon idéal, tout le monde a 4 heures à l'accueil conventionné où c'est le syndicat qui présente. Pourquoi est-ce que certains employeurs ne collaborent pas, être volontaires de leur part? Comme ça, dans les conflits futurs, il va y avoir plusieurs classes d'employés qui vont pouvoir dire des semi-vérités, des demi-vérités à droite et à gauche. Il faut le conventionner. Ça, c'est en négociation. Pour éviter la fragmentation, oui. Finalement. Et d'ici là, allez voir nos représentants syndicaux qui, eux, sont dans les milieux de travail et qui voient les membres. C'est une pyramide inversée. On doit avoir que la base de la pyramide, c'est le travailleur et on doit avoir un canal d'information qui se rend aux travailleurs. Dans ce monde idéal, on le libère. Sinon, virtuel, des pamphlets, s'assurer d'avoir un
un cahier d'accueil pour les nouveaux membres. C'est plusieurs avenues qu'on doit en effet faire, parce que c'est essentiel que c'est à l'entrée et pas à la sortie qu'on informe les membres sur qu'est-ce que son régime de retraite. Parole de quelqu'un qui a eu la piqûre. Une bonne question ici, pas que l'autre avant n'était pas bonne, mais celle-là, peut-être parce que je connais la personne qui l'a c'est Marc Portelance, du Fonds de solidarité. La hausse des prix de l'immobilier laisse moins de place pour l'épargne individuelle, c'est un fait. On pourrait généraliser ça aussi à la consommation générale, mais c'est vrai que sur l'immobilier, c'est assez massif. Est-ce que ça pourrait forcer les plus jeunes à s'intéresser au régime collectif? On pourrait même, là, si on fait un peu un zoom out de cette question-là, qu'est-ce qui pourrait amener les jeunes travailleurs à davantage s'intéresser à la création de régimes ou l'amélioration de leur régime collectif? Là, c'est une question à 100 piastres. Vous pouvez y répondre à votre manière. Comment on pourrait... est-ce que c'est justement avec des données économiques de base qui affectent leur vie pour les attirer sur cet enjeu-là en disant hey, les régimes collectifs, c'est peut-être la meilleure façon d'assurer tes vieux jours, de te soustraire de la précarité dans l'habitation? Comment... Je l'ai exprimé tantôt, là, que tu es vu à l'industrie de la construction, plus proche du concret, de l'immobilier, c'est de l'investissement un petit peu plus concret. Fait que j'imagine que peut-être il peut y avoir une transition vers justement des fonds communs d'immobilier, d'investissement. Je sais que le fonds, là, je suis pas un spécialiste de connaissance de tous les produits du Fonds de solidarité, mais je sais qu'ils en ont parti un. Fait que ça peut être intéressant, une alternative. Est-ce que ça va être vraiment ça? J'en doute parce que je pense que l'investissement individuel va rester chez surtout les jeunes parce que pourquoi? Ben, le désir un peu de risque, de se prouver, de se démontrer. Ce que tu ressens moins en vieillissant, veux pas, tu connais ta valeur, puis tu le quittes, t'as moins de recherche à ce niveau-là. Fait que je suis pas convaincu que vraiment l'investissement collectif, à cause de la moins d'accessibilité à l'immobilier, ça va peut-être s'en aller vers la crypto-monnaie, fait qu'il va falloir qu'on apprenne. C'est pas automatique, tu veux dire. Ça sera pas. Je pense pas mais que ça peut, si on structure l'attention ou l'intérêt vers cette réponse-là. Ouais. Mais je pense que ça va dépendre automatique. Je pense que ça va dépendre de nous, du syndicalement. Est-ce que on va bien l'encadrer? Est-ce qu'on va développer un message pertinent? Moi-même, vous voyez, c'est de plus en plus dur individuel. C'est pour ça qu'on vous encourage depuis des années à investir de façon collective. Il y a moyen de trouver son propre portrait dans l'investissement collectif. Ça va dépendre du message qu'on va être capable de développer alentour de ça, je pense. Ça va être l'enjeu à développer là, rapidement, en fait, là, pas dans les prochaines années, très tôt, là, dans les prochains mois. À mon avis, avec la hausse des coûts en immobilier, justement, quand c'est une première propriété, je pense que c'est un couteau à double tranchant, en fait. Parce que c'est sûr que dans cette position-là, un jeune va se dire, j'aime mieux garder de l'argent pour économiser moi-même puis mettre ma mise de fonds, même si ça prend un peu plus de temps, que encore une fois, on se ramène au concret. Là. Il y a des gens qui ont de la difficulté à se projeter dans le futur. Puis de dire, dans 25 ans, 30 ans, qu'est-ce qui va se passer avec ce fonds de pension-là? On le sait, l'imprévisibilité, même si c'est un fonds de pension avec un employeur. Donc, pour moi, encore une fois, je pense que les gens vont dire, non, j'ai besoin de plus d'argent pour maintenant, pour faire face à l'inflation, pour faire face, si j'ai un jeune enfant, je veux mettre de l'argent dans certains véhicules immobiliers, financiers, plutôt. Donc, moi, je le vois vraiment comme, je pense que les gens vont y aller aujourd'hui, sur le concret. La dualité individuelle-collectif, si les gens mettent de l'argent de côté dans leur REER, vont pouvoir rapper pour acheter une maison que les prix augmentent. Par contre, il faut aussi éduquer que 70% de leur revenu à la retraite, c'est le barème qu'on essaie d'atteindre. La majeure partie pour nous, ça va être les régimes publics et complémentaires qui vont permettre d'atteindre ce niveau-là. La bonification de la RAQ est très bonne, mais n'est pas assez pour avoir une retraite décente. Donc, par l'éducation, on va pouvoir dire, oui, le maintenant, la dualité, c'est que tu vas avoir ta maison, tu veux pouvoir payer pour les études pour tes enfants à l'université, mais plus tard, quand tu vas avoir moins la capacité de travailler, après avoir travaillé 25, 30, 35 ans au milieu du travail, c'est le safety net, c'est ce que tu as besoin pour pouvoir avoir ta retraite. C'est une dualité. Il faut expliquer, il faut former. Il y a l'épargne collective qui est essentielle. Tout le monde devrait avoir une retraite. Mais
je suis le premier. J'ai une petite fille de 2 ans. Je veux faire des activités avec elle, je veux sortir, faire des voyages. Mais je m'assure que si jamais j'ai un accident, un imprévu dans 10, 15, 20 ans qui ne va plus me permettre de travailler, je vais avoir une sécurité qui va me permettre de garantir ma capacité d'achat. Je pense que là-dessus, pour enchérir, c'est que les gens sont tellement... ils veulent un style de vie, ils veulent la maison. Pour certaines personnes, là, les 2 autos, le chien, etc., voyager, ils veulent tout. Pas attendre nécessairement. Non, exactement. On n'est une plus vingtaine d'années habitué avant. d'attendre. Puis on l'a vu là, dans les dernières années avec les taux d'intérêt qui étaient tellement bas pour acheter. Donc, c'est certain que les gens, encore une fois, L'appétit c'est pour le tellement crédit. valorisé que c'est difficile de défaire ça, je pense. Puis, je pense dans la question, on n'en a pas parlé, mais faut pas oublier la facilité d'accès à l'argent. L'investissement immobilier individuel, une maison, oui, c'est un investissement qu'on calcule à long terme, mais il y a quand même une accessibilité à cet argent-là, parce que si on a des coutures ou quoi que ce soit, c'est quand même une valeur sûre. On revend la maison. Oui, c'est sûr, on veut pas régresser, retourner en appartement ou quoi que ce soit, mais ça reste quand même de l'argent facilement accessible versus les fonds de pension. On va juste en avoir accès si on respecte les critères de notre régime de fonds de pension. Donc, il y a tout ça, la réflexion en arrière. C'est pour ça que c'est pas un lien direct qu'on va pouvoir faire, même dans des fonds communs de placement, même en immobilier. Il va y avoir des règles. Je suis pas un spécialiste financier, mais il y a des règles pour ressortir l'argent. Donc, il y a quand même un cadre. Donc, les gens sont moins en contrôle. C'est ça. La facilité d'accès à l'argent, je pense que c'est un facteur là, dans le choix des jeunes et des moins jeunes. Là, je pense que c'est présent, mais chez les jeunes, la facilité de l'accès est importante. Écoutez, ça va être le mot de la fin. Je vous remercie beaucoup. Je vous remercie beaucoup aussi les participants d'avoir envoyé vos questions. On n'a pas toutes les prendre, mais c'était toutes très intéressantes. C'était passionnant de vous entendre. Là, il y a un message qui est envoyé à vos leaders syndicaux. Watch out, la relève s'en vient. Je l'envoie à moi-même. Pardon? Je l'envoie à moi-même. Bon, c'est ça, excellent. Donc, je vous remercie beaucoup d'avoir été présent. Je vous remercie énormément, chers panélistes, d'avoir participé à ce panel. Puis je pense que ça augure bien pour l'avenir, la relève du monde syndical.